Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Bien plus qu'une figure, je reçois aujourd'hui une femme qui allie prise de conscience et sport. Sabrina Bonnegrâce est une athlète qui évolue dans la sphère du bodybuilding. Un art qui pousse le corps et l'esprit à l'extrême. Dans cet épisode, nous parlerons de sport, du regard de l'autre, de body positif, de discipline et d'amour de soi. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Shogun, une touche-à-tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de vivre, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le commenter, laisser 5 étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire découvrir, je t'en remercie. Maintenant, prends une tasse, installe-toi et déguste ce moment. Bonjour Sabrina. Bonjour Tia, tu vas bien? Super, et toi? Écoute, comme une journée après un vol. Alors oui, c'est vrai que Sabrina, on va surtout parler de sport aujourd'hui, mais Sabrina est hôtesse de l'air et d'ailleurs nous travaillons ensemble. C'est ça. Et donc tu es rentrée de vol hier. C'est ça, exactement. Je suis arrivée hier matin et j'ai dormi toute la journée. Alors aujourd'hui, on parle spécifiquement de sport, on va y revenir, mais j'aime bien commencer les interviews avec le début. Comment t'étais? Alors déjà, avant, comment t'étais quand t'étais petite? Est-ce que tu pourrais te présenter de la façon dont tu aimerais qu'on le fasse? Alors, je m'appelle Bonnegrâce Sabrina. J'ai 36 ans bientôt. Encore jeune et fraîche. Jeune et fraîche, toujours, ne serait-ce que dans la tête. C'est la tête qui dirige tout, de toute façon, les gars. Je suis dynamique et résiliente. Je pense que ça me définit bien. Je pourrais vous citer tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai construit, déconstruit et reconstruit, mais je pense que ce sont les qualités à mettre en avant parce que ce sont mes principaux moteurs. Ok, parfait. Alors, quelle petite fille étais-tu? Très timide, très renfermée. C'est vrai? Le contraire de ce que je suis. Ah oui, mais carrément. Une fois, j'ai emmené ma mère avec moi en GP et elle est rentrée au cockpit et elle a dit au commandant de bord, mais vous voyez Sabrina là, mais c'était une petite fille timide. Il a regardé, il a dit, ah en fait. J'étais dans les jupes de ma mère, j'avais peur du monde. D'ailleurs, la peur est mon plus grand frein. Ouais. J'avais peur du monde extérieur. J'étais la dernière. Je suis née à 7 mois, donc peut-être que le fait que j'ai été en couveuse quelques temps, coupée de ma mère, j'étais la dernière fille de mon père, donc surprotégée. Je pense que tout ça en fait que j'étais une petite fille très 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 timide. Et comment on passe de la petite fille hyper timide à la femme que tu es aujourd'hui? Alors moi, de ce que je connais de Sabrina, parce que ça fait cette année, ça fera 14 ans qu'on se connaît quand même, ça passe trop vite. Et moi, de ce que je connais de Sabrina, c'est une fille qui est hyper ouverte, qui parle facilement, qui va vers l'autre. Et tu vois, à l'opposé de la timidité. Donc comment on passe d'une petite fille timide à une Sabrina qui n'a pas peur d'aller vers l'autre et parler, et comment on arrive à ça? Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans ce processus? Je pense que c'est un processus évolutif. Arrivée au lycée, j'ai fait un peu de théâtre. Ensuite, en arrivant chez Air Caraïbes, on porte l'uniforme, donc on a besoin d'incorporer un rôle. Quand on se le dise, quand les rideaux sont fermés et quand on est en cabine, c'est 2 salles, 2 ambiances parfois. Et ensuite, comme on va parler du regard de l'autre, des fois, on manque tellement de confiance en soi que c'est les autres qui nous portent et qui nous disent « Mais tu sais que tu as cette qualité ?» Ah non, pas du tout. Moi, je me souviens, une fois, une collègue m'a dit « Mais si, mais tu peux être chef de cab. » À l'époque, j'étais PNC. Et j'ai dit « Mais non, jamais. » Et en fait, des fois, on ne croit pas suffisamment en soi. Ensuite, c'est un processus évolutif où, par exemple, que ce soit dans le sport ou dans l'aérien, on monte des échelons et on voit qu'on est capable. Et du coup, on se fixe des paliers un peu plus importants. Parce qu'on fixe et on garde le regard sur ce qu'on veut être, ce qu'on veut devenir et ce qu'on croit être bon pour soi. Alors des fois, on bifurque un peu de chemin parce que c'est normal de changer de vision au fur et à mesure qu'on apprend. Mais le tout, c'est toujours de faire un pas en avant. Ouais, step by step. Voilà, et je pense que c'est ce qui s'est passé. Et les blessures aussi de vie forgent. Ouais, évidemment. Donc, elles apprennent à ce à quoi on veut se détacher.
et aussi se souvenir encore une fois de ce à quoi on veut ressembler. Est-ce que pour toi, justement, la femme à laquelle tu voulais ressembler a toujours été prédéfinie et claire? Ou est-ce que c'est justement step by step, tu t'es dit, tiens, finalement, c'est dans cette direction-là que je vais aller? Ou déjà, petite, tu savais que la Sabrina adulte, ce serait cette Sabrina-là? Alors, j'ai été surprotégée dans mon enfance, c'est-à-dire que je n'ai jamais été sportive, puisque comme le volet sera le sport, je n'ai jamais été sportive, je n'ai pas eu cet enseignement de discipline, de tu vas à l'entraînement, tu fais ça, tu es sous directive, tu as un but, tu te le fixes, tu viens aux compétitions. D'un point de vue personnel, par exemple, professionnellement, quand mes amis, on arrivait au premier jour de classe, tous les profs nous faisaient remplir des fiches. Qu'est-ce que vous voulez être dans votre vie? J'écrivais professeur d'espagnol pendant que mes copines mettaient hôtesse de l'air. D'accord. C'est-à-dire que le jour où j'ai décidé de postuler chez Air Caraïbes, j'ai postulé le dernier jour. J'ai posé mon dossier, c'était un mardi. J'ai posé mon dossier le dernier jour. J'ai postulé le dernier jour pour être chef de cabine. Chef de cabine principale, non, parce que là, je me suis challengée. Mais ces processus, des fois, sont arrivés au dernier moment, en fait. Parce que je me suis dit, allez, je tente le tout pour le coup, j'affronte la peur, les questionnements, les doutes et je fonce. Donc, en fait, non, je suis l'exemple total que rien n'est défini ni prédéfini et des fois, en fait, quand on dit la vie change en une seconde, c'est pas la vie qui change en une seconde, mais c'est la prise de décision qu'on prend en une seconde qui fait que, bah voilà, on fonce dans le tas et puis advienne que pourra et puis voilà. Et j'adore. À quel moment le sport est rentré dans ta vie, puisque tu nous dis que t'étais pas du tout sportive, donc comment ça se fait qu'aujourd'hui tu sois la meuf qui fait des compétitions de bodybuilding? On est quand même... Alors c'est marrant parce qu'avec toi on est dans un paradoxe total de la fille d'avant et de la fille d'aujourd'hui. Mais totalement. Et en fait, tu m'en fais prendre conscience totalement. C'est une thérapie pour moi, ce podcast. Et j'ai commencé en 2011. Alors, il faut dire, Tia, j'ai commencé à Caraïbes. Je pesais 49 kilos. Ok. J'étais très, très, très fluette et je crois que je portais du 32 et il était légèrement trop large pour moi. Et mais en fait, ça vient de l'insatisfaction du physique. Encore une fois, peut-être qu'il faut se ramener à mon enfance et à mon parcours de vie, c'est-à-dire que nous sommes 4 sœurs. J'ai un petit frère, mais bon, 4 sœurs. Donc, j'ai grandi avec mes 4 sœurs avec un physique totalement différent parce que ce sont en réalité mes 4 demi-sœurs. D'accord. Donc, génétiquement, alors du cœur, ce sont mes sœurs, mais génétiquement, on ne se ressemble pas. J'ai toujours été la plus fluette. Je suis la seule noire des sœurs, la seule aux cheveux crépus. Donc, en fait, j'ai toujours eu ce sentiment de différence. Okay. Ensuite, fluette, je me regarde dans le miroir. Je suis d'origine. Alors, il faut que je dise à tout le monde, je suis d'origine. Je suis née en Guyane, père martiniquais, mère brésilienne. Des cultures où il y a des formes. Oui. Je suis là, plate, maigre, mais du coup, j'étais pas malheureuse, tu vois, mais en fait, insatisfaction avec mon corps. Et puis un jour, j'ai commencé le sport sans changer mon alimentation. Et puis, comme je dis, on veut monter d'un palier, on prend un coach. Après, on prend un deuxième spécialisé dans le body qui nous dit, bon, tu as une bonne évolution, donc ça te dirait de faire de la compète. Encore une fois, toujours des déclics parfois on veut, mais on sait pas comment l'aborder. Et puis le regard de l'autre et les paroles de l'autre sont réconfortantes en se disant ah non, c'est sur le bon chemin. Et donc les choses se sont passées encore une fois naturellement en fait, par les rencontres, par les paliers qu'on monte et par les décisions qu'on prend. Mais le monde du bodybuilding, c'était un monde qui t'avait toujours intéressé parce que, regarde, moi, si je prends mon exemple, moi, je fais du sport depuis des années, mais c'est vrai que jamais je me suis dit, tiens, je vais aller dans cet univers-là. Et on peut faire du sport avec un coach, aller en salle toute sa vie sans se dire, on va être bodybuildeuse. Comment, toi, est-ce que c'était un monde qui t'intéressait ou c'est vraiment parce qu'on t'a dit, tu peux le faire, que tu t'es dit, je vais essayer? Non, en fait, il y a des physiques qu'on trouvait, que je trouve beaux. D'accord. Et je disais, ben, c'est ce que je veux pour moi. Ok. Et au fait, non, ça m'a jamais intéressée, en fait.
avec peut-être l'arrivée d'Instagram, les informations qui arrivaient un peu plus vite à l'époque, on regarde, on se dit on se trouve c'est bien. Je voudrais bien essayer au moins d'arriver à ce physique pour moi. Après, c'est vrai que le pas de faire la compète, c'était un monde totalement inconnu. Et aujourd'hui encore, j'estime avoir beaucoup à apprendre sur ce milieu. On va parler de la compétition qui est pour moi, quand je vois comment tu gères ça, je me dis mais cette fille est dingue. Donc on va en parler. Mais d'abord, est-ce que pour toi il y a une différence entre une fit girl et toi et ce que tu fais? Ou est-ce que c'est finalement la même chose parce que c'est du sport? En réalité, tout dépend de comment la personne décide de partager son cursus, en fait. Puisque je pense que ta question vise plus peut-être ce qu'on montre et qu'on voit sur les réseaux. Ouais. Tout dépend de comment c'est fait. C'est dans la bienveillance, si c'est pour dire aux gens de manger que de la salade le soir ou de faire 4 heures de cardio par jour, alors que en fait on est responsable aussi de ce qu'on véhicule, dans le sens où l'information doit être correcte, parce que on peut avoir un impact sur la santé des gens. Alors déjà, les gens se comparent énormément sur Instagram et que ça peut affecter la santé mentale de certains. Donc si en plus on joue avec la santé physique, physiologique des personnes, c'est compliqué, parce que ce que Tia ne vous a pas encore dit, c'est que avec Covid, j'avais pas mal de temps libre et j'ai repris les études de nutrition. J'ai commencé les études de nutrition. Donc du coup, c'est très important de véhiculer bienveillance et bienséance. Pourquoi tu as repris tes études? On avait du temps libre, et en fait, quand il y a un coup de frein brutal comme ça dans la vie, on a beaucoup de temps pour réfléchir. C'est vrai. Et là, avec encore une fois la peur, vous voyez, j'ai beaucoup utilisé ce mot-là parce que effectivement, c'est mon point négatif en fait. Et encore une fois, la peur de se dire, si tout s'arrête, qu'est-ce que je fais? Donc là, vous vous remettez en question sur qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui est ma vibe en fait, qu'est-ce qui me fait vibrer et qu'est-ce que je veux transmettre à l'autre. Parce que effectivement, il faut penser à un plan B. D'un point de vue pragmatique, on peut parler de ce qui peut faire vibrer, mais d'un point de vue pragmatique, il faut continuer à payer les factures. Ouais, c'est vrai. Et du coup, je me suis dit, écoute, j'aime ça. Donc, il est temps peut-être de commencer à envisager les choses un peu plus sérieusement et vraiment s'informer et vraiment s'armer. C'est vrai aussi, tu accompagnes des personnes dans... alors, est-ce que tu accompagnes dans le but de former des bodybuildeuses ou c'est vraiment un accompagnement sportif général? Non, pas du tout. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, emmener quelqu'un sur scène, c'est pas mon objectif. Okay. Mon public cible, c'est des personnes qui ont une vie avec un quotidien très lambda. Pas poussé à l'extrême, lambda. Enfin, je peux pas dire lambda parce que par exemple ma vie n'est pas lambda. Mais voilà, la mère de famille avec 2 enfants qui veut apprendre à s'alimenter correctement, qui veut pas forcément être dans la restriction, mais qui sait qu'il faut faire des concessions, à qui on a dit qu'il faut pas manger des glucides le soir. En fait, mon but pour moi est de détruire toutes ces idées fausses et de réconcilier les personnes à leur alimentation. Donc déjà, faire du rééquilibrage alimentaire, c'est ce qu'on appelle et du coup apporter un autre regard sur l'alimentation et de voir que les choses peuvent être beaucoup plus simples qu'elles ne le pensent et beaucoup plus plaisantes. Ouais, ça c'est super important. Alors, tu as parlé justement des réseaux sociaux, je vais faire une parenthèse là-dessus. Sur un mouvement qui est né sur les réseaux sociaux, c'est le body positive, qui à la base était un mouvement utile, vraiment important, parce que ça a changé les mentalités de beaucoup de personnes, d'industrie aussi, faut le dire. Aujourd'hui, j'ai un petit peu plus de mal avec ce concept parce que je trouve que malheureusement, comme beaucoup de mouvements, on arrive à un manque de tolérance. Toi, qu'est-ce que t'en penses, toi justement, qui est dans l'image du corps aussi, parce que forcément, quand on voit une bodybuildeuse, on voit son corps avant tout. Comment tu le vis en sachant que nous, les femmes, malheureusement, on est
encore aujourd'hui confrontés à la critique du corps, de ce qu'on doit faire, de ce qu'on doit pas faire. Comment toi tu le vis ça? Moi, j'aurais pesé 20 kilos en plus si les gens n'auraient pas été contents. J'aurais pesé 20 kilos en moins si les gens n'étaient pas contents non plus. Et en fait, effectivement, il est évident qu'il faut il faut pousser les gens, les personnes, à l'acceptation de l'image de soi sans rentrer dans un moule. C'est vrai que peut-être que on connaît moins où c'est toujours très tabou, ces gens qui se mettent la pression de manière tellement grande qui vont même avoir des troubles du comportement alimentaire, qui se scarifient, etc. parce que elles ont tellement la pression de rentrer dans un moule et c'est tabou de libérer la parole encore. C'est compliqué, mais en fait, je dis toujours à mes clientes que c'est pas le processus qui vous fera vous aimer en fait. C'est vous devez vous aimer pour adhérer au processus, parce que à chaque comment on appelle ça, petite barrière, en fait, vous voudrez lâcher parce que vous trouverez incapable, pas digne du processus, en fait, parce que encore une fois, on se compare. Je commence toujours par leur dire que je ne suis pas au-dessus d'elles parce que j'ai fait de la compète et que j'ai poussé mon corps à l'extrême, mais je suis à leur niveau, je suis là pour les accompagner, en fait. Et c'est vrai que, en fait, je pense que le body positive devrait être la déconstruction de ces pensées qu'on a envers nous-mêmes, qui nous poussent à nous auto-saboter ou à être insatisfaits. Si l'insatisfaction ne vous blesse pas, en fait, et vous pousse et vous l'utilisez comme moteur pour être meilleur ou pour être bien dans vos baskets, chose que vous ne serez que si vous vous acceptez déjà à la base, au moins mentalement. Enfin, peut-être pas vous accepter parce qu'il y a cette insatisfaction, mais que vous voyez aussi vos bons côtés, que ce soit physique. Moi, je leur demande aussi d'écrire une lettre à leur corps de gratitude, parce que de voir que le corps n'est pas qu'une apparence. Et c'est très important, en fait, de déconstruire ces pensées limitantes qu'on a. Et sans pour autant écraser les autres et sans pour autant se comparer ou sans dire que une shape est meilleure qu'une autre, en fait. Donc, si vous vivez les choses sans être malheureux, vous pouvez les vivre comme vous les voulez. Ouais. C'est bien ce que je fais. Est-ce que tu as reçu des critiques ou des remarques négatives par rapport à ce que tu faisais? Encore dans mon cercle familial, mon corps de compète est très sec, donc je passe à 10% de body fat. Ma dernière prépa, je suis rentrée quelque temps en Guyane avec ma mère et elle me dit t'es un peu trop masculine là. Là, j'ai revu ma sœur, je lui ai fait un bisou, ça faisait un moment que je l'avais pas vue, je l'ai prise dans mes bras et quand elle m'a dit c'est comme ça que j'aime te voir, beaucoup plus ronde. Et en fait, ne serait-ce que dans le cercle familial, vous aurez toujours en fait des réflexions. Au bout d'un moment, faut soit travailler, blinder votre esprit et que ça vous passe par-dessus la tête, même si ça vient de personnes que vous aimez. Et ou sinon travailler avec ces personnes et leur dire Coco, je fais ce que je veux. Mais en vérité, c'est très difficile parce que ça dépend du degré de sensibilité de tout un chacun. Et mais ma mère est à ma compétition, il y a pas de souci, elle me fait des réflexions ou voilà, parce que on va toujours dire à quelqu'un quelque chose qui dépend de notre réalité en fait. Bien sûr. Des fois je passe dans les galets. Je me souviens une fois, je passais dans un galet et j'ai tiré le rideau et j'ai dit aux collègues bon appétit et j'ai retiré le rideau. Et quand j'ai retiré le rideau, elle dit non mais elle mange pas sa cassolette, elle va manger le repas qu'elle a apporté. Je sais pas comment elle fait, j'aurais pas été capable. Encore une fois, elle sait pas comment je fais et elle me définit selon sa réalité. Moi, j'aurais pas été capable. C'était pas une critique. Mais en réalité, on est toujours défini par la vision de l'autre
et ses ancrages, ses traumas ou ses envies ou etc. Et en fait, on peut pas décider pour l'autre. On peut pas décider pour l'autre. Si nos parents ne décident pas pour nous, enfants, c'est pas moi qui vais décider pour la vie d'un inconnu. Mais tu vois, moi je trouve que tu as une force de caractère aujourd'hui qui te permet justement de dire je fais ce que je veux. Mais c'est marrant parce que tu nous parles de peur depuis le début. Comment t'as réussi à te dire finalement la Sabrina que je veux être c'est ça et je m'en fous du regard de l'autre, je m'en fous de ce que pensent les autres. Parce que je me dis peut-être que les gens qui vont nous écouter vont se dire ouais, moi j'aimerais bien aussi dire, surtout comme tu le dis très bien, aux gens qui nous sont très très proches, la famille, les amis proches, leur dire ok je vous aime mais là votre remarque je m'en fous en fait parce que c'est ce que je veux faire. Comment toi t'as réussi à passer outre malgré ta peur qui, tu nous le disais, est un penchant quand même important dans ta vie? Beaucoup de journaling, c'est-à-dire feuille blanche, exercice d'écriture, qu'est-ce que je veux être, quelles sont mes peurs, comment les surpasser, parce que pour chaque peur, il y a une issue de secours. Hein. Comme on dit en portugais, la seule chose qu'on ne peut pas résoudre dans la vie, c'est la mort. Et encore une fois, ce dont je parle aussi beaucoup, c'est l'importance de bien être entouré. C'est-à-dire que quand je suis arrivée en Île-de-France, du coup à la salle de sport, on finit par se faire un cercle amical. Du coup, j'ai fréquenté aussi des personnes qui faisaient du body dans ce cercle amical. J'ai pu faire des rencontres de personnes qui ont un statut de pro dans ce monde. Et effectivement, si vous restez dans une ambiance malgré tout l'amour et la bienveillance qu'on peut avoir autour de vous, dans ce cercle familial, mais qu'il n'accepte pas ce pan de votre vie, il faudra chercher un lieu où vous créez une bulle de sécurité avec une vision commune, avec des activités communes. Voilà. Aujourd'hui, j'ai des amis qui sont pas du tout dans le body, ou peut-être qui n'approuvent pas, mais qui me le disent, mais ça reste toujours mes amis. Mais je sais que, à côté de ça, j'ai besoin de m'enrichir d'une énergie qui est similaire à la mienne. Ouais, et tu vois, moi, il y a une phrase que je dis tout le temps. On est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, et tu le résumes très très bien. On peut avoir ses proches qui n'acceptent pas, mais si on veut aller dans une direction, il faut absolument, coûte que coûte, avoir des personnes qui sont dans cette direction-là. Parce que sinon, de toute façon, seul, c'est très compliqué d'y arriver. Et même dans les périodes de down, quand la motivation, le courage n'est plus là, c'est ce cercle-là qui est dans la même direction que nous, qui va nous motiver à continuer parce que eux ont la même énergie, eux savent ce qu'on vit et sont déjà certainement passés par là et auront les mots ou même les actions pour nous montrer que non, lâche pas et allez, on continue. Non, c'est clair. Moi, je me souviens, sa dernière prépa, j'ai eu quelqu'un à mes côtés qui aussi faisait la compétition, cette même compétition, et pendant 8 semaines, en fait, on s'est fait des comptes rendus, on s'est partagé nos doutes et nos peurs. Je lui disais, ouais, mais je sais que j'aurais pas la densité musculaire ni le volume pour la cater, mais je sais aussi qu'il faut que je monte sur scène. Elle me dit, le temps n'est pas ton ennemi, justement. Fais les choses, monte sur scène, pour reprendre le plaisir d'être sur scène, parce que j'ai fait de la danse aussi, donc d'une manière ou d'une autre, les planches me manquent. Et elle me dit, mais remonte sur scène, fais le premier pas, et ensuite, en fait, tu construis les choses. Personne ne n'est prêt. Les choses se construisent petit à petit. Et c'était très important à ce moment-là de l'avoir à mes côtés, parce que aussi elle me ramenait au sol quand je partais dans de l'anxiété. Parce que c'est un processus très solitaire, qu'on le veuille ou pas. Comment tu t'es dit, ok, je fais du bodybuilding aujourd'hui pour le plaisir, là, je veux passer en compète. Comment ça se passe, ce déclic? À l'époque, il n'y avait pas de compétition en Guyane et il y a eu l'opportunité que ça se passe. Et je me dis, c'est pas un hasard. Mon coach m'a appelé en visio, il m'a demandé de soit booker des photoshoots, des shootings, soit de me fixer un objectif, ou soit de me fixer un objectif de compète, parce que l'objectif aide à s'ancrer dans l'action et à franchir des paliers beaucoup plus rapidement et beaucoup plus haut. C'est vrai. Et donc, en fait, ça a été une succession d'actions parce que, encore une fois, je pense que si je devais partir en métropole, faire la compète,
à distance, donc avec des gens que je connais pas. Voilà, donc j'ai fait mon premier pas dans mon cercle, dans ma zone de confort. Ouais. Et puis après, j'ai dit non, je veux plus. Donc du coup, j'ai changé de fédération. NPC qui est la fédération qu'il y a aux États-Unis. Les règles ont un peu changé, donc cette année, il a fallu faire une régionale en France pour monter en international. Je voulais absolument monter sur scène dans les 6 prochains mois, mais le temps n'étant pas mon ennemi, je crois que je vais prendre une année off pour faire une belle prise de masse, et puis après, voilà. Génial, génial, génial. Donc là, aujourd'hui, tu es en France et tu fais C'est ça. tes compétitions en France, si j'ai bien compris. J'ai fait de la compétition en décembre. Ouais. Et j'ai la qualification du coup pour faire une compétition en international. Trop bien, trop bien. Alors, la compétition. Moi, je vois comment tu t'entraînes, je vois comment tu manges, je vois ta discipline quand j'ouvre Instagram et que je vois mademoiselle à 6h du matin et qu'elle est sur son vélo et je me dis mais comment elle fait quoi? Comment tu fais en vrai? Parce que pour arriver à ce niveau, là on n'est plus à se dire faut juste aller à la salle et faire 30 burpees. Là on est vraiment tu pousses ton corps à l'extrême, tu pousses ton mental à l'extrême. Comment tu fais pour avoir cette discipline? C'est quoi ton leitmotiv? C'est quoi ton secret? Alors, plusieurs choses. Là, dans la phase où je suis, alors le post-compète a été un peu compliqué parce que j'ai enchaîné une autre saison où du 15 au 31, j'ai enchaîné mon planning habituel mensuel. Ouais. Donc, j'étais sur les rotules, je me suis laissée aller et j'ai appris l'importance d'écouter son corps et d'évoluer à mon rythme. Aujourd'hui, je mets plus de réveil, ni quand je rentre de vol, ni ce matin, par exemple. Je me laisse un peu porter parce que justement, pendant une année, pendant 8 mois de prépa, j'ai vraiment tiré sur la corde. C'est-à-dire qu'avant de partir en vol, des fois, je me réveillais à 4h du matin pour faire mon cardio, pour être à la salle à 6h et préparer mon vol et être opérationnel parce qu'en tant que chef de cabine principale, j'ai pas le droit à l'erreur. Et la discipline, alors la motivation, oubliez, ce sera votre moteur, mais en fait, votre carburant, c'est la discipline, en effet. Et la discipline, elle se crée petit à petit. On la renforce par palier et graduellement. C'est-à-dire que effectivement, il y aura des jours où ni votre motivation et ni votre discipline ne suffiront. Vous aurez une contrariété. Ok, vous avez lâché aujourd'hui, mais ceci est venu pour vous apprendre une leçon. Donc, comment je m'organise? Et je sais que mon niveau d'organisation aujourd'hui, il y a 2 ans, on me demanderait de l'avoir, mais je me dis, mais comment je vais faire? Et même après, là, j'étais tellement fatiguée fin décembre, début janvier, parce que j'ai eu aussi un déménagement, que je me regardais et je disais, mais comment t'as fait, Sabrina? Mais c'était qui cette personne-là? Mais t'étais psychopathe de la discipline. Même moi, je n'arrivais pas à croire que j'avais cette énergie parce que j'étais au creux de la vague. Et puis au final, un jour, je me suis réveillée, puis je dis, écoute, je fais les choses à mon rythme, je recommence à prendre plaisir, et voilà. Et encore une fois, il y aura des jours où ce sera pas plaisant, mais encore une fois, si 80-90% de votre routine est faite de plaisir, et ça, j'en prends de plus en plus conscience après ce post-compète, vous arriverez à vous maintenir, mais surtout, vous ancrer dans pourquoi j'ai commencé. Je me souviens que c'était ton dernier briefing où on a volé ensemble. Pourquoi j'ai commencé? Qu'est-ce qui me fait plaisir dans le processus? Pourquoi j'aime ce processus? Et si je lâche aujourd'hui, parce que c'est une question que, par exemple, cette personne avec qui j'étais en prépa m'a posée, si tu lâches aujourd'hui, est-ce que tu vas te sentir heureuse de l'avoir fait? Ou tu seras beaucoup plus heureuse d'avoir tenu sur le long terme? Et hier, je suis arrivée de vol fatiguée. J'ai dormi toute la journée. Je suis restée réveillée que de 16h à 19h et de 21h à 23h. Et la seule envie que j'avais, c'était de la livraison. Une bonne crème remplie de Nutella, Oreo, brisure d'Oreo, brownies. Et je me suis dit, si aujourd'hui tu fais ça, demain tu vas te réveiller le système digestif chamboulé et tu vas regretter
qu'on le veuille ou pas, même si avec toutes mes études et mes volontés, je me dis, tu vas penser à des actes compensatoires, même si j'évite de le faire, et j'ai pas envie de ça en fait, parce que ça va plus me fatiguer de céder à la fatigue, ça va plus me fatiguer de devoir payer les pots cassés que sur le moment d'écouter ma fatigue du moment. Donc, voilà, encore une fois, pourquoi je le fais, à quoi je m'accroche et qu'est-ce que j'ai envie. C'est dur, ok, mais plaisir momentané, frustration, beaucoup plus à long terme. Ouais, je crois que le plus dur, c'est vraiment de contrôler le plaisir instantané, le plaisir immédiat et de se dire non, ok, là, ok, ça va me procurer du plaisir maintenant, mais comme tu le dis, hein, est-ce que demain, est-ce que dans 10 jours, dans 15 jours, ce moment-là sera bénéfique? Et au fond, c'est que non. Mais c'est tellement difficile. Moi, je sais que depuis 1 an, je travaille ma discipline parce que c'est mon gros problème, tu vois. Toi c'est la peur, moi c'est la discipline, et des gens me trouvent disciplinée et c'est ça qui est dingue. Et en même temps je me dis tant mieux, parce que c'est que pour la majeure partie des gens qui m'entourent, je suis déjà à un niveau de discipline qui est hyper fort, mais que je sais au fond de moi que je peux aller encore plus loin. Et tu vois, c'est challengeant parce que je me motive en me disant, celle que tu veux devenir, c'est pas ce que les gens pensent être cool aujourd'hui, parce que sinon, tu sais, tu te laisses porter par les compliments, les choses comme ça, et je me dis non, ce que je veux, c'est plus, en fait. Ce que je veux, c'est plus, et je sais que je peux y arriver, mais pour ça, il faut que je travaille. Et il faut que, quand je suis fatiguée, tu vois, là, j'ai passé une semaine aux Antilles, le décalage horaire, là, mais je le sens, mais tellement, mais tellement. Et mais les derniers jours là, je me suis réveillée à 6 heures parce que j'ai mes examens et que je peux pas. Donc fatiguée ou pas, tu te réveilles à 6 heures du matin et tu fais ce qu'il faut faire. Et après, quand t'es fatigué, le soir, tu dis à ton chéri, oui, il est 20h30, mais je vais aller dormir. Voilà. Après, ouais, la discipline, c'est aussi savoir ce qui est important pour soi à l'instant T et le partager. Je pense que c'est aussi important de le partager avec son entourage, parce que si l'entourage ne comprend pas ce que vous faites et pourquoi vous le faites, ils pourront pas vous soutenir. Et tu vois là, je suis à fond dans mes études et mon mari, il sait. Je lui ai dit, écoute, à partir de décembre jusqu'au mois d'avril, ça va être très compliqué pour que je sois très disponible. Donc, je sais que j'ai ma part à faire et que on est un couple et qu'à un moment, je dois aussi prendre ça en compte. Mais je te demande avec moi de faire ces efforts-là sur ce laps de temps. Donc, je définis un laps de temps parce que lui, psychologiquement, il se prépare en se disant, OK, elle a besoin de quelques mois pour aller vers son but. Et tu vois, là, depuis qu'on est rentré, il fait à manger, il sait que je dois bosser. La dernière fois, on était devant la télé, mais devant un film, et je lui ai dit, je continue à bosser parce que je dois rendre un devoir. J'ai bossé jusqu'à 23h et il a rien dit. On était là parce qu'il sait aussi que je fais quand même l'effort, au lieu d'être dans mon bureau enfermé, d'être avec lui. Mais derrière, je bosse et il me dit pas, mais non, mais lâche ton ordi et tout ça. Donc c'est important de dire aux gens qui vous entourent, qui vivent avec vous, écoutez, pendant quelques temps, je vais devoir être peut-être un peu moins absente, ou je vais devoir travailler plus, peu importe ce que vous faites, mais dites-le, comme ça au moins eux savent et ils subissent pas de la même manière ce que vous faites. C'est clair. Non, c'est très important d'avoir des personnes qui, même s'ils ne sont pas dans le processus, comprennent notre processus. Et encore une fois, les décisions que tu prends aussi pour toi, ce sont des décisions qui impacteront dans 6 mois, 1 an, 2 ans, votre couple. C'est ça. Et c'est vrai que pour revenir à l'alimentation, il y a aussi, et à la discipline, je travaille beaucoup sur le plan de l'alimentation émotionnelle. Et effectivement, les personnes ne comprennent pas que des fois, elles faillissent dans leur discipline parce que l'émotionnel prend le dessus. Ok, l'émotionnel a pris le dessus, on arrivait à définir que c'était ça, mais maintenant, il va falloir gratter et se demander, mais pourquoi? Pourquoi ça survient toujours après une frustration au travail? Pourquoi après une dispute, etc. Et comment essayer de se soigner, parce que quel que soit ce qui s'est passé dans votre vie, des fois, et la bienveillance de vos parents, des fois, ils ne vous ont pas appris à communiquer sur vos émotions. Ouais. Et donc, du coup, c'est l'effet boomerang, c'est-à-dire que frustration, le corps se crispe,
Nous, on est tellement coupé de nos émotions qu'on voit pas que le corps se crispe et on va chercher un réconfort tout de suite dans l'alimentation, par exemple. Et c'est très important de s'écouter, d'apprendre à s'écouter et de créer les outils pour s'écouter. Justement, je continue sur ta lancée. Pardon, tu allies le sport et le développement personnel. Pour toi, c'était normal de lier les deux? C'est l'un ne va pas sans l'autre? Bon, en fait, vous travaillez beaucoup sur votre esprit parce que quand mon réveil sonne à 4h30, là, si j'ai pas travaillé avant sur ce que je veux, sur comment je veux, est-ce que cette chose me met en souffrance ou pas? Est-ce que mes concessions sont des concessions où en fait j'en perds ma liberté totale? Parce que des fois ce sont des concessions, comme tu le fais pour gagner en liberté un peu plus devant. Donc c'est un dialogue interne hein, de choisir le sport et d'autant plus de choisir le bodybuilding. C'est un dialogue interne constant où vous êtes à toujours, tous les jours, vous dire il faut que je fasse mieux qu'hier, il faut que je me surpasse. Ok, aujourd'hui je suis tombée, mais comment je me relève? Comment je fais pour que ça ne se répète plus? Euh, comment comment en fait c'est toujours des comment mais c'est aussi des solutions au quotidien et c'est comme ça que j'ai créé ma routine sportive en escale et ma routine alimentaire en vol, etc. Parce que tout ce que vous lirez en fait comme phrase motivationnelle et que vous trouvez lambda, ce sont des phrases oui qui servent de moteur, c'est-à-dire et des fois je retire beaucoup vous savez, on dit beaucoup qu'il faut faire les choses avec rage et tout pour le réussir dans le sport. En fait, c'est la seule chose avec laquelle je suis pas d'accord. Okay. C'est-à-dire que on choisit pas le body par rage, sauf si on a quelque chose à prouver au monde. On choisit le body par amour. Parce qu'il faut beaucoup d'amour dans ce processus envers soi et envers les difficultés, à comprendre que la faim qu'on a pour le moment est passagère, mais que elle est synonyme d'un physique plus sec, que le fait d'être dans le monde, enfin d'être en mode bourratif parce on doit ingurgiter 3000 calories parce qu'on est en prise de masse, que ça va mener à un physique plus dense et plus volumineux, c'est l'amour du processus. Mais encore une fois, on parle de cette compréhension du processus, donc c'est l'amour de ce qu'on fait et pourquoi je le fais. Et encore une fois, si ça me rend heureux, fonce. Et tu vois, c'est génial ce que tu dis parce que tu le dis très bien, c'est à l'encontre de ce qu'on dit généralement. Et tu vois, ce podcast, c'est ça, c'est mettre en avant des gens qui font les choses différemment, mais qui le font pour les bonnes raisons et qui arrivent à nous dire, ouais, moi je fais ça comme ça. C'est peut-être pas ce que font la majeure partie des gens, mais comme tu le dis, le bodybuilding, on le fait par amour, mais c'est vrai que c'est pas du tout l'image qu'on a en fait. On a cette image de force, de douleur, des choses comme ça. Et toi, tu me dis non, c'est de l'amour. C'est de l'amour de soi, c'est de l'amour de ce qu'on fait. Et je trouve ça génial parce que ton parcours prouve que finalement, on peut être une femme, être en amour pour soi, pour la discipline et aller dans un sport extrême qu'on juge extrême, mais le faire avec bienveillance et surtout en écoutant son corps, en écoutant ce qu'on veut vraiment. Et ça, je trouve ça génial. Mais même dans les petites choses, en fait, l'amour est moteur, sauf qu'on l'appelle autrement et où on le place dans d'autres personnes. Alors que là, le processus, il est solitaire. Mais quand je dis, je dois économiser, donc je peux pas m'acheter ces bottes à 100 € parce que je dois économiser pour emmener mes enfants à Disney, parce que je veux leur donner du rêve, parce que je veux leur offrir des souvenirs, moi aussi, je m'offre mes souvenirs à ma manière. Ouais. En me disant, j'ai réussi à faire plus, à faire mieux, à faire différemment. J'ai fait quelque chose dont je suis fière et j'ai emmené des personnes avec moi et je suis aussi entourée de personnes bienveillantes. Et quel que soit le processus dans lequel vous êtes, ou que ce soit une discipline pour un rééquilibrage alimentaire ou un rééquilibrage financier ou pour offrir un avenir meilleur à votre famille comme tu le fais, encore une fois, il faut beaucoup d'amour de soi, beaucoup d'amour de l'autre, et le processus ne devient que légitime quand on donne un sens à cet amour. Est-ce que le sport t'a permis de découvrir une autre Sabrina? En fait, j'en ai pas conscience parce que
on a ce défaut, humainement parlant, de ne pas regarder en arrière et de s'attribuer des mérites. C'est pas bien, c'est pas bien. C'est vrai, c'est pas bien. Je suis forte, je suis belle, je suis badass, voilà. Et T'as célébré, avant de répondre à la question que je t'ai posée, est-ce que t'as célébré ta victoire? on en a parlé, toi et moi. Non, toujours pas. En fait. T'es sérieux? Alors, là, mais c'est l'anniversaire, je reçois chez moi, donc je pense que ce sera le moyen. c'est quand ton anniversaire? C'est mercredi. Ah ouais. Donc, mercredi, tu célèbres ta victoire, s'il te plaît. C'est ça. Je penserai pas. Je te ferai un clin d'œil en story. Voilà. Merci, madame. Maintenant, réponds à la question. Donc, tu ne regardais pas en arrière. Non, c'est vrai. Et en fait, et c'est très important aussi, quand on veut définir ce qu'on veut devenir, de pouvoir s'autoriser ces moments pour s'arrêter et de dire voilà. Mais je pense que ma manière de célébrer a été de lâcher sur le rythme et de vivre sans réveil pendant un mois, pendant 2 mois bientôt. Maintenant, je pense qu'il va falloir que je m'organise autrement, mais d'écouter mon corps en fait. Ok. Quels sont tes projets? Donc là, en termes d'études, donc je me donne 2 mois pour finir la formation en nutrition. Okay. Ensuite, vraiment axer la plateforme que j'utilise le plus, c'est-à-dire Instagram, en conversion clientèle. L'aérien dans 2 ans, peut-être à mi-temps. Oh, bien. Après, d'un point de vue personnel, réussir à trouver le pli entre le fait d'être en diète et de voyager un peu plus, parce que c'est vrai que ces 2 dernières années avec Covid, ça a été compliqué. Continuer ma thérapie, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du corps, peut-être de mindset, mais des adultes équilibrés feront des parents équilibrés. Donc, effectivement, je pense que ça aussi, c'est important. Et si j'en parle, c'est pas anodin. C'est-à-dire que j'essaye beaucoup aussi de normaliser le fait de chercher le bien-être intérieur et mental. Et tu te fais suivre? Oui, depuis 1 an. Quand j'ai eu 35 ans, je me suis dit, je m'offre une thérapie. Ok. Et ça a été la meilleure chose que j'ai fait. Alors, c'est très douloureux de se regarder en face. C'est comme mes clientes. Encore une fois, je le rapporte au monde sportif. C'est comme mes clientes quand je leur demande de faire leur première photo d'entrée dans le programme. Et c'est très douloureux pour elles. C'est très douloureux de faire l'état des lieux et de se demander comment je suis arrivée à ce stade-là. Mais une fois que vous commencez à passer des paliers, là, vous dites « Ah ouais !» Et oui, d'un point de vue, et puis d'un point de vue personnel et familial, construire des relations saines, quelles que soient, amicales ou affectives. Et ça demande aussi de lâcher prise sur certaines relations. Donc, construire et lâcher prise, je pense que c'est le jeu de toute une vie. Et puis, professionnellement parlant, c'est vrai que au bout de 14 ans chez Air Caraïbes et ayant une ascension très rapide en tant que chef de cabine principale, c'est toujours important de continuer à se remettre en question pour toujours mener les gens vers le haut. Ouais. En tout cas, ça fait de beaux projets que je te souhaite de réaliser, mais je m'inquiète même pas. Je m'inquiète même pas parce que je sais ta détermination et ça, c'est trop cool. Et c'est vrai que c'est important d'avoir... Nous, on se côtoie, comme on dit, depuis 14 ans. Et tu fais partie de ces personnes que je regarde en me disant, mais c'est une badass en fait. Cette meuf, c'est une badass. Et c'est trop bien parce que moi, ça me motive en me disant, mais tu peux le faire aussi. Tu peux le faire aussi et c'est cool, c'est vraiment cool. Donc félicitations pour tout ce que tu fais parce que je sais que moi ça me motive et que ça motive d'autres personnes qui sont proches de toi. Donc c'est vraiment vraiment cool. On arrive à la fin de ce podcast et on a la question signature qui est tu voulais faire passer un message ou si tu voulais dire une chose te concernant d'important ou voilà, là c'est ton moment, une chose soit importante pour toi, soit qu'on devrait retenir de toi, un message, c'est ton moment, qu'est-ce que tu voudrais nous dire? Les personnes ne vont pas se rappeler de ce que vous avez fait ou de ce que vous ostentez, en fait. Elles vont toujours se rappeler de ce que vous les faites ressentir et des rêves ou des objectifs que vous arrivez à placer en elles. Donc,
pour faire ça, faut pas chercher à impressionner les gens. Faut juste chercher, et ça c'est mon leitmotiv, c'est d'honorer sa vie en fait, de faire les choses avec amour pour soi, et on finit par créer un cercle d'amour et inciter les gens à faire les choses aussi par amour de soi et par amour du processus. Je pense que c'est important de retenir. Magnifique, on pouvait pas mieux terminer. En tout cas, merci Sabrina pour ce moment qui était trop bien. Et de toute façon, nous on se revoit dans un avion. C'est clair. Merci à vous de nous avoir un café. Ouais. Et c'est vrai, je t'ai pas posé la question et je viens de me dire la première question parce qu'on est parti dans notre truc. Tu vois, on se connaît tellement qu'on est parti dans notre truc. Toi, t'étais au café? Moi, mais je suis team thé, sans sucre, sans lait, nature. Il y a que ça de vrai. Les gens qui mettent du sucre ou du lait dans votre café, vous n'avez pas ma considération. Bon, tu sais quoi, en ton honneur, juste après, je vais boire un thé. La vilaine. Juste après. Donc, merci beaucoup. Merci à vous qui nous écoutez. Et je vous dis à très bientôt. Et comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et gros bisous!